Bien, merci pour cette introduction. Donc, nous allons faire une présentation du mouvement anabaptiste sur 5 siècles avec une focalisation sur Montbéliard. Alors, bien sûr, parler de 5 siècles d'histoire en 1h30 de temps, c'est une performance. Pour ça, je vais simplement évoquer quelques jalons, quelques repères, des choses un peu plus précises par rapport à Montbéliard. Alors, j'ai choisi en introduction 2 images. La première, c'est une vue d'une exécution d'un anabaptiste dans la Limate à Zurich. Cet anabaptiste s'appelait Felix Manz, ça s'est produit en 1529 et c'est un des principaux fondateurs de l'anabaptisme. La deuxième image, c'est une image qui représente les 2 courants de l'anabaptisme. Le premier courant est symbolisé par les crochets qui représentent en fait la direction amish du mouvement anabaptiste, avec le bouton au milieu qui représente la direction ménonite du mouvement. On verra comment les 2 choses se sont articulées historiquement. Alors, voilà. Ici, vous avez une représentation de l'arbre des religions, qui est d'ailleurs disponible au stand de la femme, qui représente les différents courants de la chrétienté depuis l'époque du Christ. On voit qu'il y a des branches qui se sont éteintes, des branches anciennes. On voit apparaître l'Église. Je ne sais pas si on arrive à lire les textes. Non. Ok. Vous fiez-vous à ma parole? Donc, en gros, le schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident vers l'an 1053-54, entre les 2 courants orthodoxes et catholiques. De l'Église catholique a émergé l'Église luthérienne, après les 95 thèses de Luther dans la cathédrale de Wittenberg. Ça s'est produit en 1519, Claude 17, pardon. Donc 1517, mais j'arrive pas à lire non plus. Donc 1517, dans ce courant luthérien, en même temps ont émergé un protestantisme radical qui a pris différentes formes. Un historien des milieux du XVIe siècle décèle plus de 20 courants de l'anabaptisme différents. Donc il n'y avait pas que les ménonites, les amish, les luthériens, qui sont les 3 principaux courants qui restent encore aujourd'hui, mais il y avait une vingtaine de courants différents, des courants spiritualistes, des courants millénaristes, etc. Donc c'est dans cette réforme protestante qu'a émergé ensuite la réforme dans les pays comme la Suisse, à la fois à Zurich autour du réformateur Ulrich Zwingli et d'autres réformateurs ensuite dans les cantons de Berne et d'autres cantons protestants. Donc le protestantisme a émergé tout le long du Rhin, du nord de l'Italie jusqu'aux Pays-Bas. C'est dans la ville de Zurich qu'en 1525, précisément le 21 janvier, que des jeunes personnes dans le Kreis, dans le cercle de Ulrich Zwingli, ont procédé au premier rebaptême, d'où le terme anabaptiste qui est en fait un sobriquet. Cet anabaptisme a émergé donc dans ce courant réformé de la ville de Zurich, autour de personnages qui s'appelaient Konrad Grebel, Felix Manz, Georg Blaurock, pour citer ces quelques-uns. Donc 1525, dans la ville de Zurich. D'autres courants de l'anabaptisme se sont développés dans le nord de l'Allemagne, notamment à Münster en Westphalie, une ville qui a été investie, entre guillemets, ou conquise par les anabaptistes. Tout le conseil municipal était devenu anabaptiste, mais c'était un anabaptiste tout à fait particulier, qui d'ailleurs n'a pas perduré. C'est une ville de la taille de Strasbourg qui est devenue entièrement anabaptiste. Ceci, bien sûr, n'a pas convenu aux autorités politiques et aux organisations religieuses de l'époque et qui ont assiégé la ville durant 3 ans, je pense,
vers 1535, affamant la population. Et là, on a assisté à des choses tout à fait extraordinaires, hein, une espèce d'illuminisme, avec également ce qu'on a appelé la Vielweiberei, donc l'instauration de la polygamie dans cette ville, polygamie biblique prétendument, chose qui a pesé très lourdement sur le mouvement anabaptiste par la suite. Bien que ces courants étaient totalement distincts et ils ne se reconnaissaient pas du tout, hein. Maintenant, revenir à la polygamie, parce que c'est un débat qu'on a eu avec des historiens. Il faut reconnaître que dans la ville, il y avait 2,7 femmes pour un homme. Et ce sont les femmes qui ont demandé à dépendre d'un foyer. Donc voilà. Donc ça, ce sont les historiens de la ville de Münster en Westphalie qui ont permis d'établir que l'histoire s'est racontée, comme toujours, par les vainqueurs. Et comme tous ces anabaptistes, à la fin de l'histoire, ont été exécutés, ben, l'histoire a été racontée par les autorités de l'époque. Et les historiens d'aujourd'hui remettent en cause un petit peu les fondements de ce qui a été raconté par la suite. Voilà donc pour cette affaire. L'anabaptisme dit pacifique s'est développé ensuite dans des quantités de villes importantes, comme Strasbourg en Alsace. Voilà, on y arrive. Donc voilà quelques localisations. On voit en vert ce qu'on a appelé l'anabaptisme des frères suisses, avec comme principale ville Zurich, Berne et Strasbourg. Ensuite, le mouvement anabaptiste d'Allemagne, avec Königsberg, entre autres. Le mouvement qui se trouve en mauve, c'est le mouvement plutôt... le mouvement des anabaptistes de Münster, mais qui a été pacifié ensuite par un prêtre, il était prêtre, Menno Simon ? Prêtre, qui était prêtre à Wittmarsum et qui a donné son nom ensuite aux Ménonites. Donc la partie mauve. La partie jaune, c'est le mouvement anabaptiste des Luthériens, des disciples de Luther qui se sont installés notamment en Moravie, qui se trouve entre la Hongrie et la Tchéquie, avec la ville principale qui s'appelait Mikulov ou Nikolsburg. Et un des anabaptistes d'ailleurs de la région de Waldshut, donc dans la forêt noire, s'est rendu donc à Mikulov, qui s'appelait Balthasar Mayer. Donc jeunesse de l'anabaptisme à Zurich, on l'a déjà évoqué. Ulrich Zwingli a autour de lui un certain nombre de dissidents qui ne sont pas tout à fait d'accord avec lui lorsque celui-ci s'est rapproché du pouvoir politique en disant, d'ailleurs il est revenu sur ses vues concernant le baptême des enfants, hein. Il était lui dans un premier temps plutôt pour le baptême des adultes, mais avec les autorités, les choses... En fait c'était une espèce de contrôle de population. Donc ce Konrad Grebel, dont j'évoquais tout à l'heure le nom, il procède au premier rebaptême anabaptiste le 21 janvier 1525 et il baptise un ecclésiastique du nom de Georg Blaurock, qui lui n'était pas citoyen de Zurich, alors que la famille Grebel est une famille bourgeoise de Zurich. La même année, il y a eu ce qu'on appelait la révolte des paysans, ou guerre des paysans. Moi, je préfère parler de révolte. En fait, c'est une pré-révolution, hein, puisque les revendications des paysans étaient tout à fait légitimes. Entre autres, ils ne voulaient pas que contribuer à l'édification de Saint-Pierre de Rome par leurs dîmes respectives, puisqu'ils disaient que tout l'argent que l'Église collectait allait à Rome. Et eux disaient que l'argent devait rester chez eux pour payer leur curé, leur pasteur éventuellement par la suite. Donc cette fameuse révolte des paysans a commencé donc en Forêt-Noire, s'est étendue jusqu'en Alsace et a terminé dans un bain de sang, notamment Chervillers, où plusieurs milliers de personnes, de paysans révoltés, ont été massacrés.
Ce qui explique aussi le pacifisme dès les débuts des frères suisses. C'était un traumatisme, cette révolte paysanne. 1527, avec tous ces courants d'anabaptisme, il y a lieu de s'entendre sur certains articles de foi. Donc ils se rendent à Schleitheim, discutent des articles de foi et éditent ce qu'on appelle la confession de foi de Schleitheim, qui a duré une bonne centaine d'années et qui était en application dans les différentes communautés anabaptistes. 1529, réaction de Charles Quint face à cet anabaptisme qui gagne en ampleur. Et il émet un édit. Cet édit, il considère tout anabaptiste comme séditieux révolutionnaire. Séditieux révolutionnaire. Il constate que la secte augmente de jour en jour et gagne continuellement en puissance et en influence. Et donc, la condamnation à mort sera prononcée dans chaque cas, sans aucune instruction inquisitoriale préalable, sans procès. La grâce ne sera accordée sous aucun prétexte. Les receleurs d'anabaptistes sont menacés du même sort. Le baptême des enfants devient une obligation, dont l'exécution sera contrôlée afin de déceler plus facilement ceux qui le refusent, etc. Cet édit de Charles Quint, il aura une influence sur tout le XVIe siècle, notamment dans l'est de la France, notamment en Alsace. Maintenant, je vais vous donner un scoop. Vous êtes prêts? Oui. Vous savez tous que la réforme à Montbéliard a commencé en 1524 par un réformateur qui s'appelait... Comment? Guillaume Farel, exactement. Donc Guillaume Farel prêchait sur les marchés aux poissons, hein. Mais il n'était pas tout seul, puisque d'autres prêchaient. Et il y avait notamment un anabaptiste, à l'époque de Guillaume Farel, qui s'appelait Philippe Schweitzer. Alors ce Philippe Schweitzer était un prêtre à Montbéliard, qui est passé chez les anabaptistes, ou qui s'est fait baptiser ou rebaptiser. Il dit lui-même dans un interrogatoire qu'il a baptisé 6 autres prêtres. Il ne dit pas où, hein, Montbéliard ou ailleurs, je ne sais pas. Et son témoignage, donc son appel à la repentance, n'eut pas beaucoup d'écho à Montbéliard. Et il fut mis au cachot à Montbéliard 3 mois durant. Par la suite, il quitta la ville, se rendit à Bâle, où également il fut emprisonné, et on le retrouve à Lucerne, en avril 1529. Là, il est longuement interrogé sur ses origines de Montbéliard. Et en avril 1529, il est exécuté par noyade dans la rivière qui s'appelle la Reuss, qui traverse la ville de Lucerne. Exécuté par noyade, comme Félix Mons, dont on a vu tout à l'heure l'exécution sur l'image, la première image. Félix Mons, c'était en 1527, je crois, 2 ans plus tôt. Alors voilà, donc l'anabaptisme à Montbéliard a commencé avant 1529. Après, on n'entend plus parler d'anabaptiste pendant très longtemps, hein, pendant près de 200 ans. Alors voilà ce que je vous ai préparé. Donc ça, c'est des choses qui ont été trouvées dans les archives. Je crois que c'est important de le savoir, hein, pour l'histoire de Montbéliard et son histoire anabaptiste. Ça vous va? Donc les prêches se faisaient dans les maisons, souvent, sur les marchés. Alors, pour résumer, quelles étaient les différences de l'anabaptisme par rapport aux protestants? La notion de séparation de l'Église et de l'État.
De quand date la séparation de l'Église et de l'État en France? 1905, exact. Donc c'est pas vieux. Eux prônaient déjà cette séparation de l'Église et de l'État. Et je pense que c'est surtout ça qui leur causait des problèmes, plus que la question du baptême des enfants ou des adultes. Séditieux, révolutionnaires, insoumis. Pour eux, la notion de serment était importante également. On ne fait pas un affront à Dieu en jurant devant lui. Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Mon frère Claude m'a raconté un jour qu'il avait rencontré un bûcheron dans le Jura français qui lui dit: les anabaptistes, ça existe toujours? Ben, bien sûr que ça existe toujours. Il dit parce que quand on fait, nous, une transaction de bois dans la forêt, on n'a pas de papier, de stylo. On dit parole d'anabaptiste. Ça suffit. Ça suffit. Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. La question du baptême, on l'a évoquée. Bibliquement, la foi précède le baptême. Il faut croire avant d'être baptisé. Bon, je ne vais pas développer la question du baptême, on en aurait pour long. Le service emploi armé et l'emploi de la violence, comme je vous disais tout à l'heure, 1525, le traumatisme de la guerre, la révolte paysanne, on inclut la notion de pacifisme. Une communauté des chrétiens, des gens qui se soutiennent mutuellement, qui s'entraident. Très tôt, la veuve et l'orphelin sont supportés. Voici une représentation du patricien Conrad Grebel. Alors, pour l'anecdote, Conrad Grebel a fait une partie de ses études à la Sorbonne, à Paris, où il a mené une vie dissolue avant de se convertir. Il le raconte lui-même dans une de ses lettres. Lui-même mourra de la peste. C'est un des rares anabaptistes qui mourra de sa belle mort, avec Méno-Simon d'ailleurs. Tous les autres subiront le martyre d'une manière ou d'une autre. Comme il est mort relativement jeune de la peste, ben on s'en est pris à son père qui lui a été exécuté finalement. Parce qu'il a obtenu une bourse du Vatican d'ailleurs pour les études de son fils. Méno-Simon, prêtre de Wittmarsum, qui donna son nom aux Ménonites. Méno, c'est un prénom. Donc on devrait nous appeler des Simonzites. Comme on appelle Luther, les luthériens de Luther et les calvinistes de Calvin. Donc bonsoir les Simonzites. L'anabaptisme en Alsace au XVIe, XVIIe siècle. Alors Strasbourg était la ville refuge, la cité de l'espérance, la Nouvelle Jérusalem, et j'en passe d'autres. Persécution importante, sauf à Strasbourg, où dans un premier temps ils sont accueillis, ils rentrent en débat avec les protestants de la ville. Et je voudrais vous citer le texte d'un théologien catholique qui s'appelle Franz Agricola, qui écrit en 1582 dans son ouvrage « Contre les terribles erreurs des anabaptistes ». Terrible. Il dit la chose suivante, terrible. Parmi les sectes hérétiques existantes, il y en a une qui, en apparence, mène une vie plus modeste et précise que la secte des anabaptistes. C'est déjà pas mal. Ni mensonge, ni tromperie, ni juron, ni lutte, ni langage rude, ni gloutonnerie, ni ivrognerie, ni déploiement de faste personnelle ne se trouve parmi eux. Mais l'humilité, la patience, la droiture, la netteté, l'honnêteté, la tempérance, la franchise, dans une telle mesure que l'on pourrait supposer qu'ils ont le Saint-Esprit de Dieu. Il conclura en écrivant
Ces hérétiques n'en sont que plus dangereux. C'est un beau témoignage. Alors là aussi, on assiste à des persécutions à Colmar, à Rouffach, à Sélestat. Le plus souvent, ce sont des femmes qui sont noyées dans l'Isle ou le Rhin. On assiste, malgré les persécutions, au développement d'un anabaptisme bourgeois dans les villes, un anabaptisme des villes. J'ai ainsi pu retracer l'histoire d'un personnage qui s'appelait Nicolas Klinger ou Klaus Klinger, qui est décédé à l'âge de 33 ans à Zimmerbach, mais pas à Zimmerbach, à Ensisheim, parce que les anabaptistes étaient persécutés par les Autrichiens, dont la capitale de l'Autriche antérieure était la ville d'Ensisheim. Ce Klaus Klinger était un anabaptiste convaincu, comme d'ailleurs une partie de son village. Zimmerbach, c'est à l'entrée de la vallée de Münster, qui fut arrêté plusieurs fois, passé à la question, au banc à étirer, le Streckbank, on dit en allemand. Le bourreau d'ailleurs lui dit « je vais t'étirer jusqu'à ce qu'on voit la lumière à travers ». Donc voilà le genre de gentillesse qu'on faisait subir aux anabaptistes. Dans la ville d'Ingersheim, c'est également développé un anabaptisme de ville. 30% des personnes étaient tendance anabaptiste, dont un personnage qui s'appelait Adolf Schmidt, qui ensuite, lui, migrera à Rébovillé et à Sainte-Marie-aux-Mines, et qui interviendra aux côtés des Ménonites hollandais pour libérer les anabaptistes des cantons de Zurich puis de Berne, parce qu'eux étaient autrement persécutés, notamment par les instances protestantes de ces cantons. La guerre de 30 ans met fin à l'hégémonie autrichienne en Alsace. L'Alsace devient française et c'est la fin des persécutions de ce type-là. Quantité de Suisses zurichois viennent trouver refuge en Alsace, reconstruire les villages. Ce sont des artisans, commerçants, des cultivateurs, des meuniers. Et petit à petit, on assiste à un rapprochement avec les réformés, ou l'Église réformée, qui elle-même était persécutée par les Français, bien sûr. Alors, ces anabaptistes au XVIe siècle ne se réunissaient pas dans les églises, hein, ils n'avaient pas de bâtiment. Très souvent, ils se réunissaient de nuit dans les forêts. On a ainsi le témoignage de nombreuses réunions dans la forêt d'Eckbolzheim, dans les environs de Strasbourg. On a au moins 5 ou 6 témoignages de rassemblements de 200, 300, 400 personnes, jusqu'à 600 personnes, ce qui est considérable. Et on a également le rapport d'un pasteur luthérien de Strasbourg qui a réussi à s'introduire dans une de ces réunions clandestines. Et il demande « mais pourquoi vous vous réunissez dans les forêts ?» Il dit « mais si les anabaptistes lui répondent « mais si on pouvait se réunir à la cathédrale, on se réunirait à la cathédrale, mais ça ne nous est pas possible. » Donc réunion clandestine dans les forêts, XVIe siècle. Je vous passe l'image. Donc ce Klaus Klinger finira sa vie dans la région d'Ensisheim, capturé une seconde fois, après avoir été libéré une première fois par les cavaliers venus de Montbéliard, cavaliers protestants, hein, qui sont venus le libérer. Il retourne dans son village, il est recapturé une deuxième fois, et à ce moment-là, le noble qui lui voulait beaucoup de bien l'a fait exécuter immédiatement. Par grâce, par clémence spéciale, avant de le brûler, on lui coupa la tête avant. Alors, un de ces témoignages du XVIe siècle, c'est la tour des anabaptistes de Rigvir. Si un jour vous passez à Rigvir,
C'est à l'entrée du bas de la ville, première à droite, vous allez au fond, vous tombez sur la tour des Anabaptistes de Rigvir. C'était le lieu de réflexion. Quand on attrapait un anabaptiste, on le mettait là-dedans. En hiver, ce n'était pas très agréable. S'il abjurait, on le libérait. S'il n'abjurait pas, on le chassait à coups de verge hors des murs de la ville. Rigvir dépendait des Wurtemberg de Montbéliard. Ouais. Donc les Wurtemberg de Montbéliard, au travers de Rigvir et de la plaine d'Alsace, avec leurs possessions de Horbourg, Munzenheim, etc., connaissaient, savaient ce que c'était que les anabaptistes. Donc dès le XVIe siècle, donc on y trouve dans cette région-là des communautés clandestines actives. Une femme anabaptiste dit entre autres que autour de 1535-1550, il y avait 4 grandes assemblées. L'une autour de Bâle, l'autre autour de Ribeauvillé-Rigvir, une troisième qui se trouvait à l'est de Sélestat, donc dans le Ride alsacien, et une quatrième dans la Mortenau, ou l'Ortenau, qui est le Pays de Bade actuel. Donc voilà les grandes assemblées du XVIe siècle. Un autre, l'historien dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Sébastien Franck, cite pour Ensisheim l'exécution de 600 anabaptistes pour la seule ville d'Ensisheim. Il était contemporain de ces événements, ce qui permet de dire qu'on a peu de doute que ce soit vrai. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas encore pu confronter cette indication avec les sources archivistiques autres. Les Wurtemberg avaient choisi des méthodes plus douces. La persuasion et sinon l'enfermement dans cette fameuse tour des anabaptistes de Rigvir. Pour avoir des informations de la ville de Zurich qui, elle, avait réussi à chasser tous les anabaptistes de ces terres, et encore aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait d'assemblée ménonite dans le canton de Zurich. J'ai aperçu Michel Houmel qui est... Non? Quelqu'un peut me confirmer? Mais je ne crois pas qu'il y ait d'assemblée ménonite dans le canton de Zurich. Il y en a toujours dans le canton de Berne. Pour les meneurs, les prédicateurs, ce qu'on appelait les Redlisführer, lorsqu'ils étaient capturés, ils étaient chassés hors de la ville à coups de verge. Ce fut le sort d'un certain Wolf à Rigvir, reconnu coupable d'avoir enseigné et baptisé. Il fut en exemple traîné dans les rues de la ville, fouetté de verge par un bourreau chassé du territoire, sous la menace d'être noyé s'il se manifestait à nouveau dans la seigneurie. Dans le village à côté, enfin la ville à côté, à Ribeauvillé, on prenait les jeunes gens qui refusaient d'abjurer et on leur imprimait 3 croix d'infamie au front, au fer rouge. Alors, pour illustrer un petit peu de... Vous voyez l'image? Non. Voilà. Donc, pour illustrer un petit peu les possessions des Wurtemberg de Montbéliard dans le centre de l'Alsace, c'est tout ce qui apparaît en crème claire et un crème un peu plus foncé. Donc, c'est quand même assez important comme possession. Et dans tous ces villages, dès le XVIIe siècle, on voit arriver des anabaptistes en masse. Donc je vous disais, après la guerre de 30 ans, ce qui a changé, l'Alsace est devenue française. Auparavant, elle était autrichienne. On voit arriver des immigrants, d'abord du canton de Zurich, en nombre, je vous disais, du canton de Berne, et ils reconstruisent des villages. Ils reconstruisent par exemple Kuhnheim, a entièrement été rebâti par des anabaptistes. Dans un autre village qui s'appelle Hessenheim, au nord de Markolsheim, l'évêque, le représentant
du village de Essenheim, l'intendant, qui était lui réfugié à Markolsheim, écrit à son évêque à Strasbourg, « Dans mon village, il n'y a personne d'autre que des anabaptistes ». Donc il y a des villages qui étaient totalement anabaptistes après la guerre de 30 ans, pour reconstruire ces villages. Gebsheim était en partie reconstruite. Onenheim, village catholique, vous savez que l'Alsace était, selon le village, on était d'une confession ou d'une autre. Hein. On était catholique à Onenheim, on était protestant à Baldenheim, on était protestant à Gebsheim, etc. Donc c'est en bonne intelligence qu'ils intègrent ces villages, qu'ils fonctionnent très bien avec la population, souvent dans des villages où plus personne n'osait se rendre. Parce que 30 ans, c'est long. Quand 60 à 70% de la population disparaît, de famine, de maladies, dues aux guerres, donc on reconstruit. Et Louis XIV, en bonne intelligence avec son intendant, dit « mais laissez venir ces gens. Les questions de religion, on passe par-dessus la tête. Hein. Ce sont de bons agriculteurs et des meuniers. » Et ils obtiennent jusqu'au droit de se réunir. 1660, dans le moulin d'Onnenheim, village catholique, ils obtiennent le droit de se réunir. C'était une première. Mais ils doivent également s'entendre, parce qu'autant ce qu'on appelait la confession de foi de Schleitheim de 1527 était dur par rapport aux autorités, autant il leur fallait trouver une nouvelle confession de foi qui, elle, est très proche ou très sensible par rapport au pouvoir politique. Soyez soumis aux autorités. Et donc, ils adoptent une confession de foi hollandaise dans le moulin d'Onnenheim en 1660. Cette confession de foi, elle a fonctionné dans nos assemblées ménonites pendant 300 ans. Et si, par curiosité, vous voulez la lire, elle est consultable sur Internet en langue française. Elle est parfaitement intéressante et je dirais presque moderne. Alors, qui a participé à cette adoption de confession de foi de 1660 ? Eh bien, les serviteurs de la parole, donc les prédicateurs. Je vous les lis rapidement. Hans Müller de Mackenheim, en Alsace. Hans Ringer de Heidelsheim, c'est tous des Uriquois. Hans Schnebly de Waldenheim. Heinrich Schneider de Elsenheim. Rudolf Egli de Kuenheim. Tout ça, c'est des Uriquois. Ado Schmidt de Markisch Sainte-Marie-aux-Mines, lui, était d'origine alsacienne. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Jacob Schmidt, son frère, de Sainte-Marie-aux-Mines. Bertram Habisch de Sainte-Marie-aux-Mines, mais il était précédemment des Pays-Bas. Et tous les autres étaient Suisses zurichois. Heinrich Husser de Onenheim, Jacob Goschnauer de Onenheim, Hans Rudi Baumann de Gebsheim, Jacob Schneider de Dürrenhensen et Heinrich Frick de Kuenheim. Je vous prononce ça avec l'intitulé des villages d'aujourd'hui. Donc tous ces gens se réunissent, adoptent cette confession de foi. C'est les 18 articles de la confession de foi d'Onnenheim. Petite histoire, cette confession de foi a été donc perduré dans nos assemblées pendant 300 ans et elle est toujours apprise telle qu'elle dans les communautés amish aux États-Unis. Elle est toujours en usage dans les communautés amish, avec cette liste de membres imprimée dans leur petit livret. Donc les migrations bernoises, à la fin du XVIIe siècle, eux, subissent des persécutions très violentes. Envoi sur les galères, arrestation. On a même embauché des chasseurs de primes et des chasseurs d'anabaptistes. Vous vous rendez compte ? On séparait les familles. On envoyait certains d'entre eux aux galères. Ça, c'est la situation des anabaptistes dans le canton de Berne autour de 1700.
Un personnage du nom de Jacob Ammann, qui est né à Erlenbach en 1644, qui était un converti anabaptiste, a réussi à rassembler autour de lui un groupe de familles, et je pense qu'il a négocié avec les autorités leur départ et leur installation en Alsace. Lui-même était déjà ancien de la communauté anabaptiste dans les années probablement 1680-1690, puisqu'il est considéré comme ancien de la communauté anabaptiste en Alsace. Donc il rassemble autour de lui un groupe de familles et il organise leur départ du canton de Berne. Ce sont des gens essentiellement originaires de la région de Steffisburg et de l'Oberland bernois, donc la région Oberhofen jusqu'à Frutingen, etc. Ils négocient leur départ pour une installation à Sainte-Marie-aux-Mines, une soixantaine de familles. Lorsqu'ils arrivent en Alsace, ils rencontrent ces vieilles familles anabaptistes bourgeoises, des gens de la ville, qui parlaient parfois français. Eux, ils viennent de l'Oberland bernois. Ils rencontrent des gens bien habillés, des commerçants, des gens très aisés, de la haute bourgeoisie pour certains. Je vous parlais d'Adolf Schmitt tout à l'heure. On sait qu'il possédait une douzaine de maisons, des belles bâtisses. Hein. Il était tanneur de métier. Il commerçait avec les Ménonites hollandais. Bertram Habisch parlait le flamand, commerçait avec les Hollandais. Et ces Bernois, ils viennent de leur montagne bernoise. Éleveurs, agriculteurs parfois, surtout éleveurs. Ils parlaient le Parnadutsch. Ils avaient une lecture stricte de la Bible. Les anabaptistes bourgeois, ils avaient une théologie importante. Ils débattaient avec les réformés. Ils n'étaient pas gênés de fréquenter le temple réformé. Les futurs Amish, ils voient les anabaptistes fréquenter les réformés qui étaient leurs persécuteurs dans le canton de Berne. Donc on se réunit en 1693 pour dialoguer, les futurs Amish et les progressistes, dans un moulin à Sainte-Marie-aux-Mines. On ne se comprend pas, on ne parle pas la même langue, on n'a pas la même culture. Et quelque part, dans un passé plus récent, on a rencontré le même phénomène avec les Russlander, les Ménonites originaires de Russie, qui se sont réfugiés en Allemagne et dont les liens étaient très difficiles avec les communautés ménonites allemandes. Parce que leur vécu et leur langue, leur culture, tout était totalement différent. Alors ces deux groupes, quand ils se sont rencontrés, s'il faut trouver un motif de dispute, ce n'est pas un problème. Hein. Donc on s'est disputé sur la question du nombre de fois où il fallait pratiquer la scène. On s'est disputé sur la notion de Meidung, l'évitement. L'évitement, ce n'est pas l'excommunication totale, mais c'est l'évitement, même mise à l'écart d'une personne coupable de faute. Pour les uns, c'était spirituel, pour les autres, c'était physique. Et les Amish aujourd'hui pratiquent encore la Meidung, l'évitement physique, c'est-à-dire une personne coupable de faute, elle ne mange plus avec le reste de sa famille, mange à l'écart. Vous voyez ? Donc, c'est des conceptions un peu différentes. Alors, on se dispute sur des motifs. On essaie de trouver des motifs de dispute plutôt que des motifs de rapprochement. Les deux groupes
ne se supportent plus, enfin, les Amish excommunient les anabaptistes bourgeois. Et la rupture entre les deux groupes s'est ensuite prolongée en Suisse. Ce Jacob Ammann, il retourne en Suisse et il essaye de convaincre de ses vues les Bernois anabaptistes qui étaient restés sur place. Et il n'obtient pas gain de cause, puisque ceux-ci le rejettent. Et ainsi, le mouvement anabaptiste, il était très local dans un premier temps. Je vais essayer d'avancer, parce que sinon, on ne va pas arriver au bout. Donc, installation dans le Ride et à Sainte-Marie-aux-Mines, on a vu. Jacob Ammann retourne en Suisse pour essayer de convaincre de ses vues. Comme il était tailleur, il percevait l'individu en face de lui comme un tailleur. C'est-à-dire, comment il est habillé? Ah ben c'est pas bien comme tu es habillé. Je vais te faire un costume. Donc il a conçu le costume Amish, la tenue Amish, telle qu'elle est pratiquée encore chez les Amish aux États-Unis. Simplicité, rigueur, tout le monde pareil. Ces 60 familles à Sainte-Marie-aux-Mines, et en partie dans le Ride alsacien, ont une réussite économique extraordinaire. Comme ils avaient négocié leur départ, ils sont partis avec de quoi investir dans la région. Ces 60 familles, très vite, acquièrent un tiers de toute la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines en biens propres. Vous vous rendez compte? Ça fait les plus grands domaines dépendent d'eux. Quand une exploitation d'un paysan au début du XVIIIe siècle, c'était 3, 4, 5 vaches au maximum, les anabaptistes amish au Mongout en avaient 40, pour donner une idée. Ils investissent. Mais ça commence à déranger. Et un juriste local, qui était d'ailleurs très proche des comtes de Rébopierre, il voit une faille dans le traité de Münster-Osnabrück qui a mis fin à la guerre de 30 ans, qui dit que seuls les protestants avaient droit légal d'existence sur les terres françaises. Donc on va souffler à l'oreille à Paris en disant il y a des anabaptistes en Alsace, ils n'ont rien à y faire. Louis XIV envoie à son intendant l'ordre d'expulsion des anabaptistes des terres de France, donc entre autres d'Alsace. Cet édit, il arrive en septembre 1712. Catastrophe, hein, il faut vendre tout ça en peu de temps. Et qui c'est qui rachète ces biens en grande partie? C'est celui qui les a dénoncés. Vous voulez son nom? Il s'appelait Frédéric Louis Wallner de Freinstein. Donc une famille noble connue. Hein. Il rachète à bas prix une grande partie des biens, avec d'autres complices d'ailleurs. Ces anabaptistes de tendance amish quittent les terres de France et ils vont s'installer où? En partie à Montbéliard, en partie en Lorraine, en partie dans le Pays de Bade, dans le Palatinat. Alors voici une liste de la plus ancienne communauté anabaptiste de tendance amish connue au monde. Donc les Amish ont leurs racines à Sainte-Marie-aux-Mines. Elle date de 1703. Alors, je vous fais grâce de la lecture, mais je peux vous lire dans les détails. Il y a des noms qu'on retrouve à Montbéliard, hein, comme par exemple des Hochstetler, Rupp, des Blancs, des Kropf. Donc c'est des noms qu'on verra apparaître tout à l'heure lorsqu'on parlera de Montbéliard. Chrétien III de Birkenfeld se rend à Paris et il va rencontrer le régent de France Philippe d'Orléans après la mort de Louis XIV en 1715. Tout de suite après, il dit « moi je ne tiens pas économiquement, il me faut ces gens-là ». Et il revient, il rentre en Alsace avec l'autorisation de réimplanter 300 familles. Témoignage à Sainte-Marie-aux-Mines de cette présence bernoise, c'est une gravure sur une poutre d'une ferme. On va passer là-dessus.
Donc il obtient l'autorisation d'introduire un quota d'anabaptistes à nouveau. Mais ce quota d'anabaptistes, il fait des jaloux. Et beaucoup d'autres se disent, mais moi je veux mon fermier anabaptiste. Par exemple, les nobles, bien sûr, des militaires veulent des anabaptistes. Le brave des braves, le maréchal Ney. Le maréchal Ney, sous Napoléon, il écrit à son intendant, je veux un nouveau fermier sur mes domaines en Lorraine, mais il faut qu'il soit anabaptiste. Le cardinal de Rohan, vous savez l'histoire du collier de la reine? Ça vous dit quelque chose? Ben, il avait ses fermiers anabaptistes. Un cardinal, quand même. Les évêques, même des curés, avaient leurs fermiers anabaptistes. C'est quand même des protestants radicaux qui ont été employés même par des jésuites, des catholiques radicaux. Mais peut-être qu'ils n'avaient plus de motif de dispute, c'est possible. Les membres du Conseil souverain d'Alsace, du Parlement, ça c'est une étude que je dois mener prochainement. Dissémination dans l'Est de la France, on a vu, ils rentrent dans une période de discrétion et de rigueur. On arrive au comté de Montbéliard. La fantasque princesse Anne de Wurtemberg, ça va parler à quelques-uns? Oui. Elle a été appelée la princesse aux chiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle voulait construire un mausolée pour ses chiens et le faire bénir par le pasteur. Elle obtient le fief d'Aubure en 1686 de son père, le comte Georges II de Montbéliard. Elle y installe rapidement quelques familles d'anabaptistes. Donc, les liens entre la famille des Montbéliard, les Wurtemberg de Montbéliard et les anabaptistes, c'est une longue histoire. Elle ne date pas de 1708, comme on verra tout à l'heure. L'intendant d'Alsace disait d'Anne, j'aime bien l'expression, que sa tête est si mal timbrée, sauf le respect dû à sa naissance, qu'il faut lui pardonner ce qu'on ne pardonnerait pas à d'autres. Voilà. C'est d'ailleurs dans une maisonnette de la princesse à Orbourg qu'est décédé le cellier anabaptiste Peter Haldiman en 1713. Alors, leur arrivée à Montbéliard, on rentre dans une période de saturation d'anabaptistes à Sainte-Marie-aux-Mines. On est avant 1712, avant l'expulsion. Une délégation anabaptiste de tendance amish, ils ne s'appelaient pas encore comme ça, hein, les amish, on les appelait les Teufels, les Wiedertäufer, hein, est venue rencontrer en personne le comte Léopold Eberhard à l'automne ou au début de l'hiver 1708, et probablement au château de Montbéliard. Une rencontre sans intermédiaire et sans que les membres du Conseil n'aient été préalablement consultés. Lors de cette audience, le comte avait conclu qu'il avait trouvé leur doctrine recevable. Alors, il faut que j'avance un petit peu mes textes. Je vais y arriver. Voilà. Lors de cette audience, le comte avait conclu qu'il avait trouvé leur doctrine recevable et admissible dans ses terres et seigneuries, après avoir examiné et fait examiner les livres imprimés qui lui avaient été présentés. Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont présenté? Dans le lot, il y avait sûrement cette confession de foi de Dordrecht, souscrite à Onnenheim en 1660. Lui-même et ses théologiens protestants avaient lu et analysé la littérature que les anabaptistes avaient apportée avec eux. Cette implication du consistoire dès les premiers contacts explique qu'à aucun moment par la suite, les instances luthériennes ne se sont élevées contre la présence des anabaptistes.
Et son Altesse Sérénissime, donc le prince, exprime l'opinion suivante. Les anabaptistes n'étant plus tels qu'ils étaient du temps des traités de Westphalie, ne diffèrent de notre religion dans aucun article essentiel outre celui du baptême, et par conséquent n'étant que de la simple secte des Ménonites. Confession de foi d'Onnenheim, qui se réfère à Dordrecht, en Hollande, inspiré par les Ménonites hollandais, qui descendent d'Alsace et petit à petit prennent le nom de Ménonites. Alors on avance un petit peu. Première tentative d'implantation d'anabaptistes dans le comté, c'est à Clément et Librevillers. Mais le problème, c'est que ces villages dépendent de l'évêché de Besançon. Et à ce titre, l'évêque s'est réveillé en disant qu'il est hors de question qu'on mette des anabaptistes sur ces terres-là. Et c'est une douzaine de familles, je crois, qui ont dû rebrousser chemin et se réinstaller sur Montbéliard. Après un long différend. Voilà. Donc l'intégration, elle était parfois difficile. Hein. Ils ne furent pas toujours bien perçus. Hein. Un rare témoignage en ce sens provient d'un magistrat de Montbéliard qui écrit en 1771. Il est certain qu'ils ont été d'une grande utilité dans le pays pour la culture, mais il n'est pas moins vrai que ce sont eux qui en tirent profit. En effet, tout l'argent s'accumule entre leurs mains. Ils le font passer à l'étranger, puisqu'il leur est défendu de faire aucune acquisition de biens-fonds, de propriété. Ils jouissent d'ailleurs de beaucoup plus de privilèges que les sujets naturels, les sujets du lieu. Ne sont tenus à aucune charge ni prestation ordinaire. Contractent entre eux leur mariage, rédigent eux-mêmes leurs inventaires après décès, ne font le partage de leurs biens sans que la justice s'en mêle. En un mot, ils forment un État séparé dans l'État. Ça, c'est pour donner un peu l'esprit. Hein. Alors, un autre fait divers, lui, date de 1738, qui est, à mon avis, intéressant. Si j'arrive à me servir de ce qui n'est pas la souris. Voilà. Alors cet épisode de 1738 allait mettre aux prises les anabaptistes et les catholiques. C'est un membre du conseil de la ville qui le rapporte. D'accord, merci. Qui le rapporte au duc. Un fermier de la seigneurie, près du bois des Bourgeois, lequel était anabaptiste, ayant corrigé une de ses filles de 16 ans, ça arrive, hein, dont la conduite n'est pas trop réglée. Elle s'en plaint aux ouvriers qui travaillaient à l'exploitation du bois pour la marine de France, dans la forêt des Bourgeois. C'est, je crois, pas loin d'ici, hein. C'est juste à côté. Ils la firent conduire au collège. Le collège, c'était les Jésuites. Le 23 avril dernier, elle fut instamment réclamée par ses pères et mères. On la leur refusa. Le curé Jobin, ayant assuré qu'il ne la rendrait pas, qu'elle voulait se faire catholique et quitter la mauvaise religion où elle était née. Le lendemain, ce curé, craignant que le conseil qui en fut averti ne l'obligeât à la rendre aux instances de ses parents désolés, prit le parti de la faire passer à Besançon. Mais son père, l'ayant trouvée en pleine rue et reconnue, quoique travestie en habit de bourguignonne, se saisit avec le plus tendre empressement de son enfant, la tira des mains du curé et d'un certain petit employé de la marine, et par le secours de quelques bourgeois qui s'y trouvaient, il vint à bout de la reconduire en sa maison.
Je vais arriver au bout. Désolé. Au secours. Tu voulais aller hein? Descendre. Ah, c'est descendre. Attends. Ce texte-là, c'est ça? Oui, jusqu'en bas. La souris est sur l'autre écran. Hein? La souris elle est sur l'autre écran. C'est un double écran. Bon, on va essayer comme ça. Tu veux que je fasse? Oui, vas-y. On a... Voilà. Tout en bas. Voilà. Merci. Alors, la suite de l'histoire. On en était où? Le lendemain, ce curé, craignant que le conseil, qui en fut averti, ne l'obligeât à la rendre aux instances de ses parents désolés, prit le parti de la faire passer à Besançon, ça on l'a vu. Hein. Alors, s'en était plaint au conseil, le curé se vit répondre. Le conseil lui dit, nous lui fîmes entendre qu'il s'était oublié au curé. Il avait mal agi dans cette rencontre et qu'il avait violé la souveraineté de votre Altesse Sérénissime, celle de l'Empire et des traités de paix les plus religieux. Il fut invité à rentrer dans le rang. Le curé. Alors, on a parlé de ces anabaptistes de tendance amish, mais un autre groupe d'anabaptistes vient s'installer dans la région de Montbéliard. Et eux, ils étaient non amish. Ils viennent directement de Suisse ou du canton du Jura bernois, voire du canton de Neuchâtel. Alors, ce sont des noms qu'on trouve comme Luckbull, Amstutz, Berner, Eschlimann, Steiner, Gerber. Ces anabaptistes non amish de la région de Montbéliard vont s'installer plus tard dans la forêt de Normand-Villard, entre Belfort, Florimont et Delle. Mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que vous arrivez à lire? Non, pas vraiment. Si. Donc ça, c'est la liste des fermes ou des propriétés seigneuriales qui ont été occupées par les anabaptistes avec les premières dates ou les premières mentions d'anabaptistes, avec les dates correspondantes. Alors on a Marche-la-Villée, la Soibrie, la rue sur l'eau, tout ça c'est à Montbéliard même. Hein. Bétoncourt, le Grand Cerf, la Grange Madame. Bon, je ne vais pas vous faire le détail. Vous trouvez ça dans un des numéros de souvenance anciens, avec toutes les précisions requises. On peut simplement noter que bon nombre de ces patronymes se retrouvent ensuite, qui se trouvent précédemment à Sainte-Marie-aux-Mines. Alors pour chacune d'entre elles, j'ai le pédigré qui correspond, c'est-à-dire leur lieu d'origine en Suisse et leur période d'arrivée en Alsace, puis à Montbéliard. Bon, sinon on va être pris par le temps, donc j'essaie d'avancer. L'ancienne ferme de la Soibrie, un de ces domaines qui a été exploité par les anabaptistes. Thierry Huckel, je pense, va nous guider au travers d'un certain nombre de ces fermes. C'est quand? C'est prévu demain ou après-demain? Après-demain et dimanche. D'accord. Alors également en Haute-Saône, hein, dans la région de Héricourt, avec des villages, des possessions des Wurtemberg de Montbéliard, à Manny-d'Anigon, Clairgoutte, Frédéric Fontaine, Belverne et Taubon. On les trouve également implantés à cette époque-là. La base de leur conviction, c'est donc la Bible, transmise de famille en famille.
pour l'anecdote, une de ces Bibles, ça valait l'équivalent d'une vache. C'est quand même un investissement important, hein. Les plus anciennes datent de 1532, transmises de famille en famille. Pour nous, elles sont précieuses, non pas par le contenu biblique, mais par les mentions manuscrites. Parce que très souvent, on mettait les généalogies des familles là-dedans, et ce sont souvent les seules sources que nous ayons pour avancer. C'est une édition Froschauer, très souvent, hein, imprimée à Zurich, en patois zurichois. Elle comporte, comme la Bible catholique, les apocryphes. Confession de foi rééditée en 1711, la Confession de foi de Dordrecht, souscrite à Oudenheim, probablement réimprimée à Sainte-Marie-aux-Mines en 1711, et traduite de cette version allemande de 1711 à Montbéliard en 1771 en langue française. Les problèmes liés à la Révolution française, pour la première fois, ils obtiennent une citoyenneté française. Très longtemps, ils se sont fait oublier. Ils ont même envoyé des délégations à Paris où ils se sont fait recevoir en disant « Faites-vous oublier en Alsace ». Donc, ils ont respecté ça à la lettre. Révolution française, ils deviennent citoyens d'un pays. D'une manière ou d'une autre, on essaye de menacer leur spécificité. On a eu le cas récemment avec des Peter Schmidt à qui on voulait couper la barbe par les Jacobins, hein, parce que c'était un signe d'appartenance à une confession chrétienne. La conscription devient obligatoire, même s'ils obtiennent dans un premier temps des dispenses de port d'armes. Ils ont toujours servi une nation, hein. De la même manière, on assiste à un affaiblissement, à une espèce de formalisme dans les communautés. Je crois qu'il y a un des panneaux qui illustre cela également dans l'exposition. Et ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'on assiste à un réveil. On parlait d'inhumation tout à l'heure. Les lieux d'inhumation des anabaptistes, les cimetières, celui du Mont-Chevy, hein, entre autres, dans la région de Montbéliard. Auparavant, au XVIIe, XVIe, XVIIe siècle, on les enterrait dans le jardin ou dans un lieu à part. Parfois dans les cimetières, mais la tête à l'envers par rapport aux autres tombes, ou hors les murs. De la même manière, dans les registres de paroisse, on trouve parfois des mentions anabaptistes, mais en langue française. Ils n'avaient pas droit au latin, quand le curé était bienveillant ou le pasteur était bienveillant. Au XIXe siècle, on assiste à une émigration vers l'Amérique, vers la Bavière, la Volhynie. Vous savez où ça se trouve, la Volhynie? Entre l'Ukraine et la Pologne. C'est une province qui est au nord de l'Ukraine, au sud-est de la Pologne. Et en Ukraine, où il y avait de fortes communautés ménonites, notamment des ménonites qui sont partis de Montbéliard, qui se sont installés là-bas. Les causes de cette émigration sont l'objection de conscience, mais également des raisons économiques et familiales. Raisons économiques, familles nombreuses, il fallait de nouvelles terres, on ne voulait pas fractionner les domaines locaux, hein. Donc on partait en Amérique. Et puis, une fois que le flux était amorcé, ce sont des milliers d'anabaptistes de l'Est de la France, en partie de Montbéliard. Je vais vous raconter une anecdote. Un des anabaptistes, Wenger, qui travaillait pour l'abbaye de Val-Dieu-Lutran. Ça vous dit quelque chose? Il y avait une abbaye à Val-Dieu. Et cette famille Wenger, anabaptiste, travaillait pour cette abbaye, et ils ont émigré aux États-Unis, à Belfort-Conty. Très longtemps, j'ai cherché ce que c'était ce Belfort-Conty, et c'est un ami américain qui m'a envoyé la réponse, c'est Bedford County. Voilà. Et Bedford County, dans les actes chez nous, c'est devenu Belfort County.
Alors rapidement, pour essayer de respecter le temps, même si on ne m'a pas fixé de temps, hein, si vous avez toute la nuit. La rotation des cultures, je crois que c'est une révolution agricole que les anabaptistes ont propagée. Donc, dispense de la jachère, on gagne une année de culture. Les prairies artificielles, donc la mise en place de prairies avec la culture de la luzerne. La faux, ils ont amené avec eux la faux. Auparavant, on avait juste la faucille, hein, on se cassait les reins à couper les blés. Les techniques d'irrigation, des cultures et des variétés de pommes de terre à Étombon-Anjou, par exemple. Au Weichenthal, on a des témoignages de culture de pommes de terre bien avant que Parmentier la popularise. La rage de vache Montbéliard, on ne va pas faire une conférence là-dessus, hein. Il y a un musée pour ça. Et Jacques Klopfenstein de Belfort édite un almanach qui s'appelle Le Nouvel Anabaptiste, ou l'anabaptiste cultivateur par expérience, un almanach qui était largement diffusé. Alors j'ai chez moi un exemplaire qui vient de Aix-en-Provence, alors qu'il était imprimé à Belfort. Alors comment est-ce qu'il arrive là-bas, peu importe. Donc l'Assemblée de Montbéliard, un rappel rapide, certainement d'entre vous le savent déjà depuis bien longtemps, il se réunissait auparavant dans les fermes, au Gouttes par exemple en 1775, puis à la maison du canal à Audincourt en 1832. En 1927, ils achètent la ferme de la Prairie et la chapelle date de 1930, la chapelle qui se trouve au fond là-bas. Une première en France, c'est la mise en place d'une école anabaptiste dès 1725, ce qui est extrêmement tôt. Ça s'est passé à la Petite Hollande. Cette école, elle a fonctionné très très longtemps, hein, enfin, de tout temps. Les enseignants, si je prends l'exemple de la vallée de la Bruche, étaient parfois des luthériens. Ce n'étaient pas forcément des anabaptistes. Mais pour eux, l'instruction était importante. Le cimetière du Montchevy, qui était le cimetière habituel d'inhumation des anabaptistes. Quelques anciens célèbres, Jacob Roth des Gouttes, Hans Rich de Belchamp, Pierre Widmer de Brognard et Pierre Sommer père et fils, qui eux ont instauré le réveil religieux au début du XXe siècle. La transition linguistique s'est passée dès le milieu du XIXe, XXe siècle, et dès 1771, on disposait de confession de foi en français. Une famille Klopfenstein qui représente le mode de vie amish. Je crois que c'est un daguerréotype, Thierry, tu confirmes? Donc c'est un daguerréotype, donc une représentation sur plaque de verre, hein, c'est ça? Alors pour en savoir plus, donc, vous avez nos archives ménonites qui se trouvent à côté, hein, c'est Michel Aiglin qui est le patron. Pour la partie généalogique, il y a des travaux qui ont été faits par un chercheur américain qui s'appelle Joe Springer, qui est francophile, hein, sur les registres de Montbéliard. Également, on peut s'inspirer des travaux de Jean Ségui et les assemblées anabaptistes ménonites, ceux du pasteur Mathieu Roger Boisjol sur l'historique sur les anabaptistes, le bulletin annuel et les archives de la femme, le bulletin annuel qui est disponible sur un stand. Également, de nombreuses sources d'intérêt se trouvent sur le site histoiremeno.net avec des vidéos, des bibliographies, des historiques, etc. pour en savoir plus. Je vous invite à le parcourir à l'occasion. Et pour les historiens, il reste encore des travaux à mener dans les fonds d'archives ECM, EPM, Principauté et Comté de Montbéliard. Je n'en ai retracé qu'une partie, ce qui me semblait le plus important, mais il y a un travail de fond encore à mener.
Ça, c'est une représentation du registre d'assemblée de Montbéliard qui débute vers 1750, qui a été écrit a posteriori à l'époque de la Révolution pour remonter dans le temps et retracer l'histoire de certaines familles. Rapidement, les Ménonites aujourd'hui, 30 assemblées, il y a à peu près un peu plus de 2000 membres en France. Vous voyez les lieux de localisation. Ils sont implantés dans 63 pays, 5 continents, un peu plus d'1 million 200 000 Ménonites. Ils font partie des assemblées évangéliques. Les Amish, il y en a 250 000 au Canada et aux États-Unis. Alors, ça, c'est un document qui est intéressant, je ne sais pas s'il est affiché quelque part. C'est la répartition des Ménonites dans le monde. En France, alors un carré, c'est 1000 personnes. En France, il y a 3 petits points. En Suisse, il y en a 2 ou 3, je ne vois pas bien. En Allemagne, il y en a un peu plus. Mais eux profitent des Umsiedler, des Ménonites russes qui se sont installés chez eux. Ça veut dire que la majorité des Ménonites se trouve en Afrique. En Indonésie, en Inde, et c'est moins de 3% des Ménonites d'aujourd'hui qui sont installés sur les terres historiques des Ménonites. Moins de 3%. Si on fait le calcul. Commémoration le 29 mai prochain dans la ville de Zurich, où tout a commencé. Sur ce site qui est mentionné ici, vous pouvez trouver d'autres informations. Alors pour conclure, j'ai utilisé les mots de 2 pasteurs réformés. Le premier s'appelait Ernst Miller de Langnau, dans le Lemmental, et le deuxième, c'est le pasteur Gers de Sainte-Marie-aux-Mines. Alors le premier, écrit en 1895, je vous le traduis rapidement, il est important pour les communautés ménonites d'avoir une représentation de leur histoire, car cette communauté est une église de martyrs, dont l'existence, outre sa foi, dont l'existence et sa force est dans son histoire. Ça, c'est donc le pasteur Ernst Müller. Et le deuxième, c'est donc le pasteur Gers de Sainte-Marie-aux-Mines, qui dit que nos frères et sœurs dans la foi de l'anabaptisme puissent ainsi vivre en tout honneur au milieu de nous. Voilà, j'en ai terminé. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci. Merci Robert pour ces arguments très intéressants. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Est-ce qu'il y a une précision? J'ai vu souvent qu'il y avait une... Attendez, je vais amener mon micro. Il y avait une inversion entre le lieu dit égoutte et l'égoutte. Et je pense que sur le cadastre, c'est le lieu égoutte et pas l'égoutte. Alors, c'est moi, je ne sais pas. Hein, je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas montbéliardais. Alors là, si on prend le cadastre Napoléon, donc en 1820, c'est écrit « ferme des gouttes ». Attention, le pied des gouttes est plus bas, hein, c'est pas la même chose. Et là, je parle de la première ferme sur Montbéliard. Après, elle a été détruite et il y en a 3 qui ont été construites. Et Montbéliard a empiété de l'autre côté de la route, ce qui fait que l'actuelle fromagerie est sur Montbéliard, mais avant, elle ne l'était pas.
mais c'était en 2 mots. Merci. D'autres questions? Là. Ça m'est arrivé à moi. Je siège comme assesseur dans un tribunal. Et vous savez, quand vous êtes désigné ou élu, il faut prêter serment. Et est-ce que c'est toujours la même pratique? Mais moi, j'ai prêté serment comme la Bible le dit. Et ça a bien été accepté par le juge. Et on était une dizaine à prêter serment. J'ai été nommé le premier. Les 9 qui étaient après moi ont prêté serment comme moi. Je promets à Dieu, devant Dieu que je dirai toute la vérité et rien que la vérité. Et que mon oui, c'est un oui, et que mon non, c'est un non. En fait... Oui, pardon. Ok, vous m'entendez toujours? Oui. En fait, la question du serment, il y a une jurisprudence par rapport au serment hein, pour les anabaptistes, mais historiquement, on topait de la main. On topait de la main. Et j'ai des quantités d'exemples où cela a été accepté. Dans d'autres cas, cela n'a pas été accepté. Par exemple, dans une affaire à Masvaux avec des Klopfenstein, un nom quand même éminemment connu dans la région, hein, puisque auparavant ils étaient installés dans la vallée de Masvaux. Dans un procès, cet anabaptiste a été condamné parce qu'il ne prêtait pas serment. Et le tribunal a considéré que c'était à ses torts. C'était dans une histoire de vol de bestiaux. Il s'est avéré par la suite que le voleur en question a été retrouvé, mais on a quand même menacé ce Klopfenstein d'être envoyé aux galères. Avec GAL, on mettait sur le front, hein, galérien. Donc il y avait des menaces. Un autre anabaptiste dans la région de Colmar, je ne sais plus quel est le village, hein, qui s'appelait Fray, a lui aussi été débouté parce qu'il ne prêtait pas serment au tribunal. Mais dans bien d'autres occasions, le serment des anabaptistes où ils topaient de la main en disant « je le promets » ou « je m'engage à » était valable. Maintenant, la notion de serment, à l'heure actuelle, dans les tribunaux, ça veut dire quoi? Jurer devant quoi? Pour qui? De quelle religion? Donc il y a une jurisprudence aussi qui existe par rapport aux Ménonites sur la notion de serment. Maintenant, concernant le serment d'Hippocrate, je ne saurais pas vous dire plus précisément comment ça se passe. Personnellement, pour le serment d'Hippocrate, je suis allé voir le doyen de la faculté de médecine de Nancy. Je suis venu avec mon Nouveau Testament, je lui ai lu. Il a eu l'air très étonné et je n'ai pas prêté serment lors de ma soutenance de thèse. J'ai promis. Je crois qu'il y avait une dernière question par ici. Oui, c'est à propos de la guerre des paysans. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des liens très très forts avec l'anabaptisme dans la guerre des paysans. C'est un mouvement beaucoup plus vaste qui englobait des centaines de milliers de personnes qui étaient de toutes religions et les aspects sociaux sans doute opprimés les aspects religieux. Dans notre région, la guerre des paysans, elle atterrit jusqu'à Villers-Sexel. Les dernières bandes armées ont été exterminées dans ce secteur-là. L'autre aspect qui m'intéressait aussi au début de la discussion, c'est sur la différence entre un anabaptisme radical et un anabaptisme modéré. Visiblement, les gens du secteur ici sont plutôt de l'anabaptisme modéré. Mais on a beaucoup, moi je suis historien des utopies, on a beaucoup en référence Thomas Münster, la cité de Münster aussi, et son communisme primitif. Il y a un ouvrage que j'avais beaucoup apprécié, moi, qui traitait de différents mouvements, on va dire, illuministes. C'est un bouquin de Norman Cohn qui s'appelle « Les fanatiques de l'Apocalypse ».
qui met justement en avant les traits, on va dire, communautaires, sinon communisme, du premier anabaptisme, et qui ont été rejetés par les Amish et puis par les Ménonites ensuite, très très largement. Donc est-ce qu'il y a quelques liens qui, dans ce sens-là, on peut retrouver dans l'Alsace du Sud ou dans la région montbéliardaise? Ça, c'est une question que je me pose. L'anabaptisme, par définition, est radical, quel que soit l'endroit. Maintenant, d'une radicalité différente, qui a évolué aussi dans le temps. Il faut le reconnaître. La confession de foi de Dordrecht de 1660, elle va tout à fait dans ce sens-là. Si on compare Schleitheim et Dordrecht, on voit qu'il y a une évolution très importante, notamment par rapport aux autorités. D'autres mouvements d'une autre radicalité, comme les millénaristes, Melchior Hoffmann, qui d'ailleurs attendait la fin des temps dans sa prison de Strasbourg. Il est d'ailleurs mort en prison, il me semble. Il attendait toujours. Mais la question millénariste, elle était dans tous les esprits. Il faut se mettre à la place du début du XVIe siècle. La fin des temps, elle était là, pour tout le monde, pour les catholiques, les protestants, pour tout le monde. On sortait d'une grande période de peste noire, le XVe siècle, c'était terrible. Les procès de sorcellerie par la suite. Enfin, bon, faut essayer de se mettre dans ce contexte-là, quoi. Ensuite, que les choses dérapent à droite ou à gauche, dans la mouvance protestante, il y a eu de forts dérapages aussi. Hein. Oui. Mais c'est tout un thème, hein, la radicalité de... Oui. D'accord. Mais s'il n'y a plus d'autres questions, okay. Merci pour ces échanges. Merci à vous beaucoup. tous. Alors, notre soirée touche à sa fin, mais on vous attend demain. On a encore quelques petites annonces à vous faire. Demain, donc on vous invite à une autre plénière sous un autre format. On aura un moment de louange, on aura une explication apportée par Claude Bécher sur le cœur de l'anabaptisme à partir d'une gravure. On verra aussi une vidéo qui met en scène le premier rebaptême d'adultes et un micro-trottoir. Voilà, donc on vous invite nombreux à vivre tout ça avec nous demain soir. Et avant de laisser la parole à Louise, sachez que la librairie, l'exposition qui a lieu donc dans l'ancienne chapelle et le café sont ouverts tous les jours de 14h à 18h, sauf pendant les plénières. Sauf pendant les plénières. Mais je vous invite vraiment à aller voir l'exposition, à aller voir aussi à la librairie. Sur le premier présentoir, vous avez de nombreux ouvrages qui présentent sur ce thème de l'anabaptisme. Allez voir, c'est vraiment... il y a une grande sélection de livres. Au café, du café, des bons gâteaux. Ça fait aussi plaisir et on passe des bons moments aussi à discuter autour d'un bon café. Louise, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Bien sûr. Dis-nous tout. Pour ceux que ça intéresse, demain, il faut savoir qu'il y a la journée des délégués de l'AEMF, l'Association des Églises évangéliques ménonites de France. Et du coup, on aura la soirée avec Claude à 20h. Donc, vous êtes vraiment tous les bienvenus. Invitez vos familles, vos amis. Claude nous apportera aussi des réponses sur la radicalité, ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc, venez récolter des réponses par rapport à tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a encore à apprendre. Je me permets aussi de vous refaire la pub du pack des 500 ans qui a été annoncé tout à l'heure pendant la conférence, pendant le vernissage de l'exposition, pardon. Donc c'est un pack qui comprend plein de documents super importants et super intéressants, plus le film que vous verrez demain soir. Et c'est un pack que vous pouvez acheter au prix de 10 €. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez venir voir toute l'organisation, ou sinon Pascal Aiglin saura vous renseigner par rapport à ça. Et puis par rapport à la suite du programme, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez récupérer les flyers comme ça dans le hall. Donc on vous a dit le programme de demain. Et vendredi, j'ai oublié mon petit papier, mais vendredi, il y a le circuit Ménonite de Montbéliard. Je ne sais pas s'il y a encore des places. Il n'y a plus de place, mais en tout cas, vous pourrez questionner ceux qui sont allés au circuit, de savoir ce qu'ils ont appris et de ce qu'ils ont vu.
Et puis le soir, il y a le concert de Konosko. Pour ceux qui n'ont pas encore pris leur billet, n'hésitez pas à prendre le billet aussi. C'est un concert, c'est un jeune rappeur qui va nous faire un super concert avec de la louange et de la musique. Et puis pour ce week-end, pour samedi, dimanche, là c'est barbant, écoutez bien, il y a plein d'informations, mais tout est super intéressant. Et je suis sûre que vous allez tous trouver quelque chose qui peut vous intéresser. Le samedi matin, on a un tournoi multisport pour tous et pour tous les âges. Vous êtes les bienvenus. Samedi matin, il y aura du volley et de la pétanque. Donc venez avec vos boules pour ceux qui veulent. Et puis l'après-midi, on aura un spectacle interactif avec plusieurs sketchs qui vont vraiment retracer les 500 ans. Je vous laisserai découvrir ce qu'ils ont préparé. Ça va être super intéressant. Et puis ça suivra avec 2 plénières de Stuart Murray, qui vient spécialement pour nous ce week-end, qui va nous parler de notre société et de comment on peut être des témoins aujourd'hui de notre foi et de la transmission de la foi dans notre société. Et donc n'hésitez pas aussi, il y aura de nouveau des micro-trottoirs, de la louange et plein d'autres interactions. On aura plein de clés pour le quotidien. Et dimanche matin, un culte ici à 10h. Et dimanche après-midi, pareil, un tournoi de foot et de pétanque pour l'après-midi. Et le concert de Mosaïque Orchestra à 17h, un groupe de musique d'orchestre, voilà, je cherchais mon mot, merci. Un orchestre qui va nous faire un super concert, donc vous êtes tous les bienvenus. Sur ce, bonne soirée à tous. Rentrez bien, soyez prudents sur la route et on vous retrouve avec plaisir demain. Bonne soirée à tous.